Salut les photographes, enfin les MPR News reviennent, ça va être les MPR News de l'été et cet été je vais vous faire plusieurs MPR News, je teste un nouveau format qui va vous permettre d'avoir des MPR News plus condensés et comme là j'ai beaucoup de retard, je vais prendre plusieurs fois pour pouvoir rattraper un petit peu les MPR News depuis le début de l'année parce qu'il y a quand même pas mal de choses à partager. Donc la nouvelle formule, on va commencer cette fois-ci par le matos, parce que j'ai regardé un petit peu les courbes de rétention des précédentes vidéos, et vous êtes quand même beaucoup à zapper directement sur la partie matos. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par ça, pour voir un petit peu si ça fonctionne, si ça vous plaît. Et ensuite, pour ceux qui veulent rester un petit peu plus longtemps, on aura les news, mon petit réflexe. Là aujourd'hui, je vais quand même vous expliquer ce qui s'est passé et pourquoi ça fait plusieurs mois qu'il n'y a pas ou très peu de vidéos sur la chaîne. Et puis on finira par une partie inspiration pour les plus créatifs d'entre vous qui ont besoin de, ou qui ont envie de voir un petit peu des bonnes idées, des idées de séries, des idées de trucs photos que vous pourriez mettre en place pour les prochains mois aussi. Et puis la petite découverte comme d'habitude à la fin. Donc j'espère que cette nouvelle formule vous plaira et qu'elle arrivera à être un peu plus condensée que les MPR News de 40 minutes qu'on faisait précédemment. Donc cette fois-ci j'ai mis le sponsor entre parenthèses parce que c'est pas vraiment un sponsor, il me paye pas pour parler de ça, mais c'est vrai qu'avec la pandémie et toutes les difficultés qu'ont pu rencontrer les agences de voyage photo, en particulier voyagephoto.com, je voulais leur donner un petit coup de pouce. Vous savez que moi j'organise des stages et des voyages photo avec voyagephoto.com, mais voilà, je voulais leur donner un petit coup de pouce parce que là c'est le moment où ça se relance, il y a plein de stages qui se lancent et de voyages qui se lancent, certains sont déjà complets, donc je vous en parlerai plus en détail un petit peu plus tard. Et donc c'est parti pour les news matos. Donc première news que vous avez vu passer il y a un petit moment déjà, mais on va les rattraper un petit peu, c'est le Sony Alpha One. C'est un petit peu le boîtier ultime de chez Sony, donc un appareil photo plein format, mirrorless évidemment, 50 mégapixels, qui est capable de shooter à 30 images par seconde sans blackout, c'est-à-dire sans avoir d'écran noir qui s'affiche entre deux prises de vue. Avec un autofocus qui est à peu près 2 fois plus rapide que ce que le meilleur appareil photo de chez Sony était capable de faire jusqu'à présent, le A9 Mark II. Donc a priori c'est juste un monstre. Il est capable de filmer en 8K sans surchauffe jusqu'à environ 30 minutes par rapport à ce que peut faire le Canon EOS R5 par exemple. Il peut filmer en 4K 100 images par seconde, une stabilisation 5 axes, on a l'habitude. Le seul truc qu'ils n'ont pas mis en place, et je comprends pas pourquoi, c'est ce fameux écran. Ils avaient sorti un écran sur rotule, vous savez, l'écran qu'on peut déporter comme ça sur le côté pour les Sony Alpha 7S III, si je dis pas de bêtises. Et là, ils sont revenus sur l'écran tilt comme ça, et on peut pas le retourner dans l'autre sens, et je comprends pas pourquoi ils mettent pas en place ce système-là. C'est le seul petit inconvénient qu'on peut trouver à ce boîtier. Après, c'est un boîtier qui est probablement overkill pour la plupart des usages, pour la plupart d'entre nous, hein. Et ça se voit sur le prix, hein, d'ailleurs, 7300 €, donc faut être capable de les sortir. Mais voilà, chaque marque d'appareil photo aime avoir ce boîtier ultime qui est capable de tout faire, et là c'est vrai que c'est une sacrée démonstration de force de la part de Sony. A priori tous les gens qui l'ont testé, reviewé, etc. disent que c'est un peu un monstre, donc voilà. Et voilà un petit peu à quoi ressemble ce boîtier, ce Alpha One. Bon, il a la tronche d'un Sony, hein, on a l'habitude. Hop, avec l'arrière et le fameux écran tilt, hein, comme je vous disais, il est pas sur rotule, il ne peut pas se déporter sur le côté. Ah là là. Ensuite, autre très grosse news à mon sens, même si je sais que ça n'a pas fait énormément de bruit, Fuji a sorti le GFX 100S. Vous savez que Fuji a une stratégie un petit peu différente des autres constructeurs sur leur matériel photo, sur leur boîtier photo. C'est qu'ils ont décidé de se consacrer sur l'APS-C et de faire du très bon APS-C, de sauter l'étape plein format et de passer directement sur du moyen format. Alors eux, ils appellent ça large format, mais c'est du moyen format en réalité, qui sont des capteurs donc beaucoup plus larges encore que les pleins formats. Et donc Fuji a sorti plusieurs boîtiers ces dernières années, avec souvent les inconvénients du large format, hein, du moyen format, pardon, qui sont que c'est difficile d'avoir une rafale importante, généralement l'autofocus était un petit peu compliqué, et puis il y a aussi le prix généralement qui était super élevé. Et là, je trouve qu'on commence à entrer sur un terrain de jeu qui commence à concurrencer les boîtiers plein format, avec du coup des caractéristiques qui sont pas dégueu, et un prix qui commence à baisser à un niveau de haut de gamme plein format, un petit peu comme quand j'ai commencé en photo et que j'ai acheté mon premier petit boîtier. Je regardais les 5D et compagnie, ils étaient dans les 4000, 5000, 6000 €, et je me souviens qu'à cette époque-là, il commençait petit à petit à y avoir des... comment dire, non, c'est ça, les plus gros boîtiers plein format étaient dans cette gamme de prix-là. Et aujourd'hui, on commence à avoir le moyen format qui vient rattraper un petit peu cette gamme de prix.
Donc voilà, là l'avantage c'est que ce Fuji GFX, ils ont réussi à le rendre relativement compact, le plus compact qu'ils aient pu faire avec un gros capteur, mais il pèse que 860 grammes, ce qui est pas énorme, encore une fois, il y a des 5D qui pesaient plus d'1 kilo, donc ou si je regarde le Nikon D850, il pèse plus d'1 kilo aussi. Il fait une rafale à 5 images par seconde, alors ça peut paraître peu, mais en réalité c'est... Pour la majorité d'entre nous, c'est largement suffisant. Et encore une fois, les 5D Mark II, ils avaient ce genre de rafale. Hein. C'était pas non plus des bêtes à 12, 30 ou 40 images par seconde. L'autofocus, a priori, est amélioré. Maintenant, on a du tracking, on a du AF, donc l'autofocus sur l'œil. La vidéo en 4K, 30 images par seconde. Une stabilisation. Un écran tilt, hein, encore une fois. Et encore une fois, voilà, il est compact. Alors attendez, j'ai mis sans grip. Je suis pas sûr que ce soit le bon celui-là. À mon avis, j'ai dû changer la mauvaise... la mauvaise fiche là. Et il est disponible pour aux alentours de 6 000 €, ce qui est évidemment cher et pas à la portée de toutes les bourses, mais pour un moyen format, quand on compare à il y a quelques années, quand il y avait des Phase One qui sortaient à 50 000 € le boîtier, on a vachement baissé, et Fuji est en train de démocratiser un peu cette partie-là. Est-ce que c'est mieux pour beaucoup de photographes de partir sur du moyen format? Je pense pas. Peu de photographes qui vont bénéficier d'avoir du moyen format probablement. Peut-être certains photographes de portraits qui aiment faire des portraits, on va dire, de la tête aux pieds et qui veulent vraiment avoir une très faible profondeur de champ. Ça peut être intéressant, surtout avec des nouvelles optiques que Fuji est en train de sortir. Ou éventuellement pour les photographes de paysage qui veulent avoir une meilleure qualité optique sur des objectifs grand angle. C'est un peu deux cas qui, je pense, peuvent bénéficier de plus gros capteurs. Mais voilà, c'est assez intéressant de voir que Fuji est en train de pousser un petit peu les limites. Et si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemble ce boîtier, et ben voilà, vous voyez, il est quand même relativement compact dans sa façon d'être présenté, et puis on commence à avoir vraiment toutes les fonctionnalités qu'on avait sur les boîtiers plein format, on va dire. On n'est plus sur un système avec un dos qu'il faut assembler avec une face, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne chose de la part de Fuji qui fait des bons progrès dans cette catégorie-là. Ensuite, Fuji a annoncé le XE4, qui est donc un APS-C de 26 mégapixels de type rangefinder, vous savez, avec le petit viseur qui est décalé sur le côté, comme ça on va le mettre comme ça, qui shoot à 8 images par seconde, vidéo 4K à 30 images par seconde, 1080 à 240 images par seconde, avec un écran tilt, voilà, c'est celui-là, tilt, compact, sans grip, je sais pas pourquoi je l'ai mis sur l'autre aussi. Il est dispo aux alentours de 900 €. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est lui qui n'a pas de grip. Évidemment, l'autre, il avait un grip. Attendez, si je vous le remontre, oui, on ne le voit pas, mais là derrière, il y a un grip. Donc voilà, la petite bête avec un petit objectif pancake, mais on peut évidemment changer l'objectif. Ensuite, Pentax a enfin sorti le K3 Mark III. On savait que Pentax se focalise vraiment à 100% sur les réflexes. Et c'est assez intéressant parce qu'ils ont commencé à sortir quelques petites innovations sur les réflexes. Et je trouve le positionnement pas idiot, comme je vous l'avais déjà dit. Pentax, ça reste une petite marque, mais une marque historique qui a des clients assez âgés, j'ai envie de dire, mais qui du coup tiennent un peu à leur système réflexe. Et rester un petit peu dans cette gamme-là et se dire, nous, on va devenir les meilleurs sur les réflexes, je trouve ça pas idiot. Donc voilà, un APS-C 26 mégapixels qui shoot à 12 images par seconde. Ils ont commencé à intégrer du tracking, de l'autofocus tracking plus de l'autofocus sur l'œil aussi, à voir si ça fonctionne aussi bien que sur des mirrorless. A priori, sur les premiers tests que j'ai pu voir, ça fonctionne quand même un peu moins bien. On va dire que ça fonctionne un peu comme les premières générations sur les mirrorless, mais c'est déjà pas mal pour un réflexe. La vidéo 4K à 30 images par seconde, stabilisation 5 axes, un écran fixe, cette fois-ci même pas tilt. Un peu étrange, et le prix qui est quand même un peu élevé, je trouve, 2000 € pour un boîtier APS-C, ça me paraît quand même un peu cher, mais bon, voilà, si les gens, si les fans de Pentax sont prêts à sortir ça de leur bourse, bah pourquoi pas. Et donc voilà à quoi ressemble ce très bel appareil, avec son beau pentaprisme là-haut, un miroir, comme à l'époque. J'ai l'impression que ça fait 25 ans qu'on fait plus de miroir, mais en fait non. Ensuite, pour les objectifs, dans les dernières MPR News, ça prenait beaucoup de temps de présenter chacun des objectifs indépendamment. Donc là, maintenant, j'ai fait ce petit système de tableau qui, j'espère, vous aidera à y voir un petit peu plus clair. Et ça permet de passer beaucoup plus vite, parce qu'il y en a beaucoup des objectifs. Et si vous voulez plus de détails, évidemment, vous avez tous les liens dans la description. Donc, vous pourrez cliquer dessus et aller voir toutes les spécifications, voir si ça vous convient, etc. Là, je vous annonce juste les sorties. Après, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Donc, on a Sony qui a sorti un 35 mm f1.4 G Master.
à 1700 euros. Irix, un 45 mm f1.4 Dragonfly pour Fuji GFX. Donc ça c'est intéressant quand des constructeurs tiers commencent à sortir des objectifs pour des boîtiers moyen format, c'est quand même assez intéressant. Ensuite on a Gear qui sort un 10 mm f8 Pancake pour APS-C sur Nikon, Sony, Fuji et micro 4 tiers. 80 $ seulement. Et puis Fuji qui a sorti un 70-300 f4.5.6. Voilà, à 800 euros. Ensuite on a Fuji qui sort un 27 mm f2.8 pour monture Fuji évidemment. Donc c'est le Pancake qu'on a vu tout à l'heure. Un 80 mm f1.7 pour Fuji GFX. Alors ça, 80 mm f1.7 pour moyen format, autant vous dire que ça ouvre énorme. Donc là, vous allez avoir une profondeur de champ vraiment rikiki. C'est l'objectif avec la plus grande ouverture pour les boîtiers moyen format. Et à 80 mm, on va être à un équivalent 50 mm plein format, quelque chose comme ça. Donc ça peut être un sacré objectif de portrait. Donc je trouve que Fuji frappe un grand coup là-dessus. Alors évidemment, les objectifs moyen format vont être plus chers que les objectifs plein format. Mais ça commence à devenir une gamme intéressante, je trouve. Ensuite, on a l'Homography qui sort un 10 mm f2.8. Et puis Camlan qui sort un 32 mm f1.1 pour APS-C. Donc là aussi, l'idée, c'est d'aller sur le terrain des 50 mm à grande ouverture, parce que c'est un équivalent 50 mm à ouverture, probablement aux alentours de f1.4, f1.8. Je n'ai pas la conversion en tête, mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Ensuite, on a Panasonic qui a sorti un 70-300 f4.5.5.600 monture L. Laowa qui a sorti plein d'objectifs, notamment le 11 mm f4.5 pour Canon RF. Ça aussi c'est intéressant. Laowa commence à sortir des objectifs pour les montures Canon mirrorless et Nikon mirrorless. Donc ça c'est intéressant comme d'habitude. Hein. Quand il y a des nouveaux systèmes de boîtiers qui sortent, comme c'était le cas pour Sony avant, les constructeurs tiers qui n'ont pas besoin d'autofocus, qui fonctionnent tout en manuel focus, qui ne transmettent pas les données de l'objectif à la caméra, peuvent sortir leurs objectifs beaucoup plus vite parce qu'ils ont juste à adapter à la monture mécanique. Et ensuite, quelques années plus tard, arrivent en général les objectifs autofocus qui eux prennent plus de temps à développer. Donc ça va venir, c'est-à-dire que c'est en route, quoi. Donc voilà, 11 mm f4.5, et puis Laowa a sorti le fameux 65 mm f2.8 macro x2 pour la monture Nikon Z. Donc ça c'est top aussi, d'avoir aux alentours de 400 $ un objectif macro aussi bon que celui-là sur les Nikon mirrorless, ça c'est excellent. Et puis Sigma a annoncé le 28-70 f2.8 pour monture Sony et monture L, évidemment. Ensuite, on a, comme je vous disais, plein de Laowa. Alors, j'ai même pas mis les photos parce que les photos étaient toutes sombres. Mais Laowa a annoncé donc le 33 mm f0.95 pour APS-C. Sony, Fuji, Nikon, Canon M. Le 35 mm f0.95 pour plein format. Donc là, autant vous dire que c'est une ouverture de malade. Pour Sony, Nikon Z et Canon RF. Tous les deux autour de 630 €. Et puis le 45 mm f0.95 et le 12-24 f5.6 pour lesquels j'ai pas trouvé de prix pour l'instant. Donc je pense qu'ils ont été annoncés, mais ils n'ont pas encore été... ils ne sont pas encore en vente. Et puis ensuite, on a, je vous rassure, on a ensuite Meilleur Optique qui a sorti un Primoplane 58 mm f1.9 pour plein de montures, donc je vous laisse les regarder parce qu'il y en a trop. Sony qui a sorti un 50 mm f1.2 G Master, 2300 €, donc ça le but c'est d'avoir une optique de référence à grande ouverture pour les portraits. Et puis le 24 mm f2.8 G, 40 mm f2.5 G, tout ça pour monture Sony. L'idée c'est d'avoir un jeu de focale fixe de bonne qualité a priori et à grande ouverture. Et ça se termine avec le 50 mm f2.5 G pour Sony. Et enfin le dernier c'est Samyang qui a sorti un 24 mm f1.8 pour appareil photo Sony également, qui coûte aux alentours de 490 €. Et là, l'idée est de sortir un objectif a priori bien pensé pour la photo nocturne et la photo d'étoiles. Ne faites pas attention aux deux dernières lignes, c'est les deux lignes que j'ai copiées du tableau d'au-dessus, mais je les ai déjà annoncées juste avant. Voilà pour les objectifs. C'était balèze. Ensuite, une petite news du côté de chez Canon. Alors, il a été constaté que chez Canon, il commence à y avoir pas mal d'objectifs réflexes qui deviennent hors stock, qui ne sont plus remis en stock, restockés. Et apparemment, il semblerait que ce ne soit pas uniquement la pandémie et l'arrêt des usines, mais que probablement Canon maintenant soit focalisé à 100% sur les objectifs mirrorless. Il l'avait dit, hein, sur le développement R&D de leurs objectifs. Ils avaient dit qu'ils partaient sur vraiment sur
100% mirrorless, mais on pouvait quand même penser qu'ils avaient continué à fabriquer des objectifs pour réflexe. Apparemment, ils sont en train d'arrêter les productions, et il y a plus d'une vingtaine d'objectifs, dont des objectifs très populaires, un 70-200 f4 par exemple, qui ne sont plus disponibles à l'achat neuf en tout cas, donc il reste le marché de l'occasion, et aujourd'hui, si vous voulez vous mettre à la photo et que vous voulez vraiment avoir des objectifs de très bonne qualité et que vous n'avez pas besoin de toutes les nouvelles fonctionnalités mirrorless, le réflexe reste un super marché parce que vous allez avoir de plus en plus d'objectifs d'occasion et vous pouvez faire vraiment des très bonnes affaires sur l'occasion si vous êtes prêt à acheter d'occasion, parce que c'est des petites difficultés supplémentaires, mais voilà, je pense que ça peut valoir le coup beaucoup de fois. Canon a sorti une appli aussi qui s'appelle Photo Culling App, qui est une appli pour trier les photos directement dans le smartphone. Alors, il y a déjà eu plein d'applis qui sont sorties comme ça, mais Canon, c'est la deuxième ou troisième fois qu'ils travaillent vraiment sur cette partie-là. Il y avait déjà eu des logiciels pour ordinateur qui permettaient de faire ça. Là, cette appli est vraiment intéressante parce que non seulement elle trie un petit peu les photos, donc comme on a l'habitude, hein, par exemple reconnaître des visages et mettre tous les visages dans par rapport à la même personne, mais elle va aussi suggérer des suppressions de photos sur smartphone. Et je sais pas vous, mais moi sur mon smartphone, autant sur l'ordinateur, j'ai mes beaux dossiers, je fais mon tri, je mets mes étoiles, etc. Autant sur le smartphone, j'ai des tas de photos là-dedans et elles sont jamais vraiment triées. Et effectivement, parfois, on fait 15-20 photos du même truc et on aimerait bien en garder qu'une seule. Et là, l'avantage, c'est que l'application va reconnaître toutes les photos qui sont dans une même catégorie, pas uniquement la même scène, hein. Ça peut être des scènes un petit peu différentes, mais en gros, il va comprendre que ça a été pris au même moment, du même endroit, et va suggérer, selon des critères qu'on va lui donner, le nombre de photos qu'on va vouloir garder. Et en fait, dans la suggestion, on va avoir, tiens, nous on pense que cette photo-là est la meilleure, et voilà toutes les photos qu'on voudrait supprimer, et soit on les supprime manuellement, soit on dit ok, supprimez toutes ces photos-là et ne gardez que la meilleure. Et je trouve que c'est une vraie appli de tri, du coup, parce que c'est vraiment fait pour supprimer complètement des photos qu'on veut plus voir, et on peut dire, plutôt que d'en garder une seule, tu vas en garder 3, 4, 5 pour chaque section, ou bien au-dessus de certaines notes, tu considères que c'est une bonne photo, ou tu considères que c'est une mauvaise photo, mais cette note, évidemment, est calculée par l'algorithme, donc si l'algorithme est bon et colle bien à vos goûts, pourquoi pas, ça pourrait bien fonctionner. Mais moi, je pense que ça peut bien... Comme c'est pour les photos smartphone, à la limite, je pense quand même que c'est pas très grave si parfois il y a une petite erreur, d'autant plus qu'on peut voir, nous... on peut sélectionner quand même manuellement ce qu'on veut supprimer ou pas. Donc je trouve l'idée pas trop mal. Il est aussi capable de diviser en 2 catégories ou 3 catégories. Si par exemple on dit tiens, toutes les photos que j'ai prises ce jour-là et que l'appli voit qu'il y a des photos de chiens et puis des photos de paysages, il va faire 2 catégories et dire dans chaque catégorie on va en garder une ou deux par exemple. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça existe aujourd'hui pour iOS uniquement à 2,99$ par mois, alors ça va être 2,99€ par mois j'imagine aussi, ou 14,99$ par an, avis à ceux qui ont envie d'essayer. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc vous voyez l'interface ici à gauche qui vous montre la photo qui a été sélectionnée et toutes les autres de la même série ou du même moment. Et vous voyez qu'il y a quand même des choses un petit peu différentes, mais il considère que ça c'est en dessous de la note qu'on souhaitait, hein. On voit la note avec la barre verte et ici la barre rouge, et il va proposer de les supprimer quand même. Mais après on peut très bien dire non, celle-là la supprime pas, garde-la et supprime les autres. On est quand même maître du truc jusqu'au bout. Ensuite, Nikon a sorti le NX Studio, qui est une nouvelle version de son logiciel de traitement de fichiers RAW et de vidéo. Un petit peu comme Canon avait sorti, Canon sort différentes versions de Digital Photo Professional. En fait, l'idée, c'est d'avoir un logiciel qui permet de traiter ses photos, exactement comme peut faire un Lightroom ou un Affinity Photo, n'importe quel logiciel, mais que ce soit gratuit et vendu avec un boîtier photo. Alors maintenant, on peut les télécharger directement sur Internet. Donc c'est ça le principal intérêt, c'est que c'est gratuit. Certains experts, on va dire, ont montré que quand on exportait les photos dans le logiciel propriétaire de la marque, généralement, on préservait plus de détails et plus de finesse dans les fichiers que quand la photo était traitée dans le déroteaser, je crois que c'est ça le terme, le déroteaser d'un Lightroom, d'un Photoshop ou d'un autre logiciel. Donc, à la limite, si vous êtes hyper pointu sur la finesse de vos photos, vous avez peut-être intérêt à passer d'abord dans le logiciel propriétaire Nikon, le logiciel propriétaire Canon, pour dérotiser vos photos quelque part, donc pour les interpréter et garder un maximum de détails. Et il y a déjà pas mal d'options finalement dans ce logiciel-là. Alors évidemment pas aussi complet que des Lightroom ou d'autres logiciels, mais c'est plutôt pas mal. Et si vous démarrez en photo, si vous voulez pas investir trop de sous dans un logiciel, je pense que ça peut être une bonne solution. Voilà un petit peu
à quoi ressemble le logiciel. Alors la photo n'est pas hyper bien définie, mais évidemment dans le logiciel c'est mieux que ça. Mais vous voyez, on a déjà la petite bibliothèque, l'historique, on est assez proche de ce qu'on peut trouver dans un Lightroom, et tous les paramètres sur le panneau sur le côté pour pouvoir régler sur les réglages de notre photo, donc c'est plutôt pas mal. Quelques news, mon petit réflexe, et on va commencer donc par le sponsor non officiel de cette vidéo qui est voyagephoto.com. Donc première news, le voyage à Yellowstone cet automne est annulé, naturellement parce que on est encore trop juste au niveau conditions sanitaires pour faire des vols vers les États-Unis, il y a encore des incertitudes, etc. Et il est trop tard en fait maintenant, même si on remplissait le voyage maintenant, il y avait déjà quelques places qui étaient parties, qui seront remboursées évidemment. Eh ben, il y a trop d'incertitudes pour qu'on puisse dire à tout le monde prenez vos billets d'avion maintenant, etc. Donc c'est reparti pour 2022. Voilà, le voyage est déjà programmé sur le site. Donc si c'est un voyage qui vous intéresse, 15 jours à Yellowstone et Grand Teton à l'automne avec les magnifiques couleurs sur les arbres, enfin voilà, ça va être un voyage de dingue. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site voyagephoto.com, et pareil, je vous mets tous les liens dans la description pour aller d'ores et déjà réserver votre place. Mais du coup, cet automne, comme j'ai plus de voyage photo, à la place, j'ai décidé de remettre en place le stage que j'avais fait dans le Jura l'année dernière, qui était vraiment excellent. Enfin, vraiment, on avait passé un super moment entre photographes. Et donc, du 15 au 18 octobre, il y aura un stage dans le Jura avec tous les spots que je vous avais déjà montrés en vidéo sur cette chaîne. Voilà, on va passer voir des lacs, des sommets, des vues grandioses, des levées de soleil, des châteaux, des forêts, des trucs magnifiques. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de reprendre ce stage-là de 4 jours. Pareil, vous avez le lien dans la description si vous voulez réserver vos places. Et puis, je voulais mettre en avant aussi les autres stages et voyages qu'il y avait sur le site. Vous avez notamment très bientôt, là au mois de juillet, un stage d'astrophotographie près de Toulouse avec Harry Collis, mais ce stage est déjà complet. Vous avez un stage couleur du Sud avec Olivier Roch, qui donc se passe sur tout le sud de la France, qui est malheureusement déjà complet aussi. Un stage super avec pour les photographies des chevaux de Camargue avec Michael Arzur, que vous aviez déjà vu sur la chaîne, hein. On avait été randonner dans les écrins et photographier dans les écrins ensemble. Et voilà, excellent, Michael Arzur en prof de stage, c'est impeccable. Un nouveau stage qu'a mis en place Michael Arzur aussi pour les photographier des vautours dans le Verdon. Donc il se passe, je crois, début octobre, un tout petit peu avant le stage dans le Jura, donc il est un peu en concurrence avec mon stage, mais je pense que c'est quand même deux types de photos complètement différents, donc il y en a pour tout le monde. Et puis un tour de Corse photo avec Mathieu Hulac qui est un des tout nouveaux photographes qui a rejoint l'agence Voyage Photo, et je suis absolument fan de ses photos, il est juste extraordinaire. Donc si ça vous intéresse d'aller photographier la Corse, alors c'est presque un voyage photo parce que c'est beaucoup plus long, vous pouvez aller voir aussi, pareil, je vous mets tous les liens dans la description. La question des vidéos sur la chaîne de mon petit réflexe. Vous êtes plusieurs quand même à avoir dit, il n'y a plus de vidéos sur la chaîne, comment ça se fait, est-ce que ça va, machin. Alors, il y a eu plusieurs trucs. Premièrement, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, j'ai une activité qui s'est beaucoup développée autour de ma deuxième chaîne, Le Coin des Youtubeurs, qui est mon gagne-pain aujourd'hui. Mon petit réflexe, comme je vous l'ai dit depuis longtemps maintenant, c'est pour le plaisir, et donc quelque part j'ai du mal à trouver du temps pour pouvoir l'allouer à mon petit réflexe. Mais ça me manque de ne pas passer plus de temps sur mon petit réflexe et sur la photo. Donc ça c'est une chose. Je suis en train justement d'essayer de réorganiser mon temps de travail pour pouvoir redégager un petit peu de temps et pas passer autant de temps pour mes clients sur le coin des youtubeurs. Il y a aussi eu, vous ne l'avez pas vu, mais j'ai fait 2 vidéos en partenariat, que j'ai été tournées, que j'ai montées, et qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas être publiées sur ma chaîne. Donc il y avait une vidéo avec Matisseo sur les tirages grand format qu'ils ont lancés, et l'idée de cette vidéo était plutôt cool parce qu'en fait on a été testé pendant toute une journée, j'ai voulu tester différents niveaux de netteté qu'on appliquait sur notre photo pour voir justement au tirage là où c'était trop, là où c'était bien et là où c'était trop peu, parce que effectivement on a l'habitude d'appliquer la netteté sur écran et on voit ce que ça donne sur écran, mais sur un tirage c'est très différent parce que on va dire la définition du tirage va pas être la même que celle sur l'écran, et voilà, et les résultats étaient plutôt intéressants, mais malheureusement entre temps
Ils doivent faire des ajustements sur leur tirage grand format, si j'ai bien compris. Et donc, pour l'instant, on ne la sort pas. Mais peut-être qu'on pourra la sortir un jour si chez Matisseo, ils se remettent à sortir des tirages grand format. Donc, voilà, c'est une vidéo qui est en stand-by, mais pour l'instant, je ne peux pas la sortir. Et il y a une autre vidéo qui était un test sur le 150-500 mm de Tamron, que j'ai testé, j'ai testé en bonne et due forme. J'ai été faire des photos aussi un matin dans la dombe d'oiseaux. Voilà, c'était magnifique. Et bah, là, pareil, il y a eu des petits soucis où on s'est mal entendu avec la marque, on va dire, sur le test. Et donc, du coup, pour l'instant, je ne peux pas sortir ce test-là. Mais comme je sais que certains d'entre vous l'attendaient, si jamais vous avez envie de voir ce test-là, envoyez-moi un petit message privé, un email ou un truc comme ça, ou sur Facebook, et je vous enverrai le lien de la vidéo non répertoriée. Mais je ne peux pas vous la mettre en public pour l'instant. Donc ça, c'est une chose. Mais ça ne fait que 2 vidéos sur 4-5 mois, malgré tout. Le deuxième élément, et on ne peut pas s'empêcher d'y penser, c'est le manque de jus, le manque de patates. Et j'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup de photographes à être passés par là, comment dire, alors avec toute la pandémie et tout ça, personnellement, je suis dans une très bonne situation, j'ai une activité qui est totalement à distance, qui n'a pas été vraiment impactée par la pandémie. Nous-mêmes, on va dire personnellement, dans la famille, etc., on n'a pas eu trop de soucis de santé ou de personnes vraiment qui allaient à l'hôpital, etc. Donc, on n'est pas impacté directement, mais je pense que indirectement, la morosité ambiante, le fait d'être coincé chez soi, puis de pouvoir un peu sortir, mais pas trop, mais avec le masque, etc. Voilà, j'ai manqué de jus, et je dois avouer qu'en étant en plus la tête dans le guidon, dans le boulot à côté, pendant un bon moment, j'ai pas fait de photos pendant quelques mois, et sans vraiment ressentir le manque en fait, et c'était un peu bizarre. Ce qui m'a rassuré, c'est quand je suis allé dans la dombe faire des photos, là, j'ai instantanément retrouvé le plaisir de la photo et de me dire, waouh, en fait, si, j'aime toujours, il n'y a pas de problème. Mais voilà, j'ai pu, on va dire, ce manque où au bout de quelques semaines, me dire, oh là là, il faut absolument que j'y retourne, quoi. Et voilà, je pense que c'est une période creuse, on est beaucoup, les créatifs, à passer des fois dans des creux comme ça. Mais la passion est toujours là en tout cas, donc il n'y a pas de souci, ça revient petit à petit. Et voilà, je pense aussi que les petites vacances de cet été vont aussi faire du bien de ce côté-là. Il y a déjà des sorties et même des projets photos qui sont en train de se matérialiser avec différents photographes. Donc voilà, la machine se remet en route, donc je ne me fais pas de soucis de ce côté-là. Il y a des quarts d'heure photos qui vont être à nouveau tournés, il y en a encore un qui a été tourné à la neige au mois de janvier, qui est toujours pas sorti. Voilà, donc vous inquiétez pas, il va y avoir un petit peu de contenu là-dessus, mais je voulais savoir, vous, est-ce que vous avez été touché un petit peu de cette manière-là aussi? Est-ce que vous avez un peu baissé les bras ou une espèce de flemme photographique? Voilà, je sais pas si ça vous concerne, mais en tout cas, c'était un petit peu mon cas. Et on termine avec la petite section inspiration. Alors, on a quoi? On a Monica Carvalho qui a fait toute une série comme ça de photos. Avec, l'idée, c'était de mettre en relief 2 éléments qui n'ont rien à voir. Donc un temple avec un piano, un iris avec une part de gâteau. Voilà, et je trouve l'idée vachement bien et c'est très bien réalisé. Et c'est voilà, des petites idées créatives comme ça qui sont je trouve très bien, très très chouettes et qui peuvent vous donner des petites idées. Une autre, c'est Barbara Cole qui a fait des photos de fleurs. Alors d'une façon très particulière, c'est que c'est pas un flou de bouger par exemple, ces fleurs-là. Ce sont des fleurs qui ont été photographiées sous l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, la fleur a été mise sous l'eau avec du mouvement dans l'eau. Et selon le mouvement qu'on va donner, ça crée ces espèces d'aquarelles, d'effets un peu d'aquarelle. Et je trouve l'idée créative vraiment très très intéressante. Donc voilà, encore une fois, une inspiration très très chouette. Sulab Lamba, alors ça c'est le genre de série qu'on a déjà vu plusieurs fois, hein, soit avec la lune, soit avec le soleil, mais je trouve que cette série va particulièrement bien réalisée, notamment la petite histoire qu'on a, voilà, c'est qu'en fait on n'est pas juste sur quelqu'un qui tient au bout du doigt le soleil ou la lune, on est sur des petites histoires avec plusieurs photos qui sont intégrées dans les histoires, et je trouve ça vraiment chouette. Et puis on a Helga Stenzel qui elle reproduit un petit peu des scènes, on va dire, du quotidien, mais avec des éléments de la vie de tous les jours. On va recréer une vache avec un pull et un t-shirt, on va recréer un bonhomme avec des chaussettes et à la laverie, ou même recréer Donald Trump juste avec des vêtements qui traînent. Donc je trouvais ça plutôt sympa, et elle a plein d'autres idées. Alors là j'ai pris que celle avec des vêtements, mais d'autres idées avec plein d'autres éléments. Et voilà, je trouvais qu'en termes de créativité, c'était plutôt pas mal. Ah, et puis il y a aussi, alors vous savez, il y a plein de concours de photographes de l'année, etc. Les Sony Awards, enfin il y a des awards dans tous les sens. J'ai décidé de plus vous les partager tous parce que c'est pas forcément nécessaire. Mais là, celle-là en particulier
allez voir, les Bird Photographer of the Year, donc photographe d'oiseaux de l'année. Les photos sont absolument dingues. Je vous en ai sélectionné que 3, mais en réalité, elles sont toutes extraordinaires. Ce sont que les nominés, on va dire, pour le prix. Je vous mets le lien dans la description. Allez voir, ce sont vraiment, vraiment splendides ces photos-là. Et puis, on va finir avec la petite découverte. Alors, c'est une découverte qui va peut-être pas être une découverte pour beaucoup d'entre vous. Quoique, le jour où j'ai découvert, je me suis rendu compte que c'était un photographe ultra célèbre, mais ses photos sont hyper inspirantes. Alors, c'est Marc Adamus. Marc Adamus, en fait, je l'ai découvert dans un podcast sur la photo de paysage que j'écoute régulièrement, qui est le Landscape Photography Podcast, qui est tenu par l'excellent Nick Page, qui malheureusement ne passe pas suffisamment de temps à faire ses épisodes de podcast parce qu'il a aussi une vie très chargée. Et une fois, il a interviewé Marc Adamus. Et alors, le type, il n'a pas de vie en dehors de la photo. Il passe peut-être 10 mois de l'année dans la nature. Et très souvent à faire des sessions de 2-3 semaines où il est dans des immenses espaces sauvages où il ne croise personne. Et il va vraiment dans des endroits où personne ne va. Et c'est vrai que à ma petite échelle, c'est ce que j'aime faire en photo. J'aime aller, alors y compris dans les Alpes, etc., aller à des endroits où personne ne va. Donc déjà, évidemment, ne pas aller au spot où tout le monde va, ou alors j'y vais, je fais mon cliché, je pars et je vais ailleurs. Mais au-delà de ça, au-delà du spot, c'est l'idée d'aller loin et de découvrir des choses. Et j'ai un plaisir particulier à découvrir des lieux que je pense personne n'a photographié ou pas grand monde n'a photographié parce que c'est difficile d'accès. Et Marc Adamus, il pousse ça beaucoup plus loin. C'est-à-dire que plutôt que de faire une rando de 2 jours, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il part 3 semaines en expédition avec un sac énorme, tout seul. Et il va se trouver des compositions, des conditions météorologiques, des trucs fabuleux. Allez voir vraiment ces photos, elles sont monstrueuses. Elles sont vraiment monstrueuses. Et surtout, quand on voit toutes ces photos, on se dit, mais c'est où cet endroit-là? Il va poster des photos dans des montagnes du Mexique, il va poster des photos dans l'est du Pakistan. Voilà, bref, allez voir, allez voir, vous comprendrez ce que je veux dire. C'est absolument fabuleux et pour moi une grande source d'inspiration en tout cas. Voilà pour ces MPR News. N'oubliez pas, si vous voulez regarder un petit peu les différents stages et voyages photos, ils sont proposés là dans la description. J'espère que ce nouveau format vous plaît et on se retrouve très bientôt pour la suite des news. Donc très bientôt cet été, je vais le faire en 2 ou 3 fois. Là, j'ai fait les news jusqu'au mois d'avril, à peu près mi-avril. Et donc la prochaine fois, vous aurez probablement de mi-avril jusqu'à juin-juillet. Et puis on fera sûrement une troisième MPR News à la fin de l'été pour rattraper notre retard. Voilà. Merci beaucoup pour votre patience. À très bientôt. Ciao.